Le cercle RH pour s'intéresser à un sujet dont on parle beaucoup d'une manière un peu indirecte. Les guerres qui traversent le monde, évidemment l'Ukraine, l'Iran, là, avec ce porte-avions, le déminage français qui va peut-être s'opérer, et avec évidemment une économie qui s'est transformée. Nous ne sommes plus en paix, et évidemment l'économie va s'adapter, avec des recrutements puissants dans le secteur de la défense. Alors je ne parle pas que de militaires, on en parlera, on parle de techniciens, d'ouvriers, d'ingénieurs, de plein de métiers dont la défense a besoin, et il faut que le secteur se rende attractif, qui est un autre sujet. Il y a plus de 10 000 postes à pourvoir en ce moment, puis il y a un plan Marshall de 25 000 postes à créer. On en parle avec mes invités. Emmanuelle Duez est avec nous. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes souvent venue sur ce plateau. Vous êtes entrepreneuse, Bosom Project, et autrice de ce livre, Le commandement ne dort jamais, édition de l'Aube. Merci d'être avec nous. Face à vous, Caroline Riffard, on parlait de l'accompagnement et du recrutement, directrice régionale adjointe France Travail Île-de-France. Et vous portez, bien, parmi d'autres, ce grand plan de recrutement. Et vous aurez un site dans ce grand salon international de l'armement, Satori 2026. Et vous aurez un stand de France Travail pour créer ce lien entre les entreprises de la défense et les salariés, avec aussi des job dating, avec une multitude d'activités pour mettre en relation ces deux mondes. Avec moi, Marc Landré. Bonjour Marc. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, associé SIA. SIA qui évidemment analyse dans plein de secteurs et notamment les secteurs de la défense, les transformations. On va en parler avec vous et puis avec moi Caroline de Senneville. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Comment ça va ? Très bien. Il fait chaud quand même un petit peu. Journaliste, décideur RH, quelques mots, quelques chiffres comme ça qu'on voit un petit peu les trends globaux de ce que représente aujourd'hui cette transformation, cette accélération du recrutement. Vous l'avez évoqué en introduction, mais la filière doit recruter entre 25 000 et 30 000 personnes par an d'ici 2030 pour répondre aux enjeux du réarmement. 10 000 postes non pourvus, vous l'avez évoqué, et les pénuries, elles sont surtout chez les ingénieurs hautement qualifiés, donc en cybersécurité, robotique, système embarqué, et dans des postes de techniciens et ouvriers de la chaudronnerie, la soudure, la mécanique, l'électronique et la maintenance. Il y a des grosses pénuries. Et on en reparlera sûrement, mais côté PME et TPE, c'est très difficile. La question des sous-traitants. Je donnerai la parole dans un instant à Emmanuelle Duez, mais juste côté France Travail, quand on parle du sujet de la défense, j'ai l'impression qu'on parle de l'industrie qui vient sur ce plateau et qui nous dit, moi, si je veux créer de l'emploi et de la valeur, il faut que j'ai les salariés, les ouvriers, je ne les ai pas. Et on entend la défense qui dit pareil. J'ai pas les chaudronniers, j'ai pas les techniciens, On est en galère quand même là. Alors effectivement, il n'y a pas de souveraineté industrielle sans compétences et c'est la clé de notre réussite collective. Donc effectivement, l'industrie, c'est 29 filières, dont l'industrie de défense. On va avoir d'ici 2030 1 million de départs à la retraite si on regarde toute l'industrie. Et l'armement n'en sera pas épargné. Donc on voit bien qu'on a un engagement assez volontariste à avoir dès le plus jeune âge, pour aussi accompagner les parcours plutôt sur le temps long, mais aussi immédiatement, ça a été dit, 10 000 offres actuellement disponibles. Tout ça ne se fera pas sans une alliance avec l'ensemble des parties prenantes. Je précise quand même que pour ceux qui nous regardent, donc à ma génération, moi j'ai vécu en paix. Enfin, Marc Landré fait partie de cette génération où on pensait qu'il fallait réduire au minimum notre industrie de défense, que globalement tout allait bien dans le meilleur des mondes, sauf que depuis 5 ans, 6 ans, tout dérape et on voit bien évidemment les tensions qui nous occupent. Emmanuelle, Marc, votre livre, Le commandement ne dort jamais, édition de l'Aube, votre engagement d'entrepreneur, comment vous regardez ce monde qui est en train de basculer, justement ? Parce qu'au-delà des enjeux de recrutement, c'est un monde qui bascule, là. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a 61 conflits armés, 61 conflits armés qui impliquent un État, ce qui est le chiffre le plus élevé depuis la statistique en 1946. Donc on a changé de monde. Moi, le mot qui me vient en tête en vous écoutant, c'est le mot souveraineté. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans ce qu'Edgar Morin aurait appelé la systémie, un système où les sujets humains, les sujets militaires, les sujets industriels, les sujets de talent sont totalement imbriqués pour ne faire qu'un. Et je pense que la France, elle est malade aujourd'hui, elle est handicapée de son approche silotée, à commencer par les sujets de souveraineté. Donc c'est ça que ça m'évoque en fait, c'est finalement une militarisation
du monde de l'entreprise, une militarisation ou au moins une prise de conscience un peu plus avancée de la société. C'est effrayant, Emmanuel. Comme ça, dans l'absolu, peut être effrayant. C'est factuel, en fait. Oui, non, c'est factuel. C'est factuel, et pour le coup, pour passer beaucoup de mon temps dans des conseils d'administration, aujourd'hui, ça fait partie de la réalité dans 100% des conseils d'administration. C'est-à-dire que le risque géopolitique est devenu un des risques majeurs dans la plupart des entreprises, tous secteurs d'activité confondus. Juste un mot, Marc, et même plusieurs. J'ai animé un débat avec le général Schill, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre, et qui rencontrait pour la première fois le monde de la finance. Et c'était comme ça une rupture un peu du classicisme militaire, puisqu'il acceptait de rencontrer les fonds, les private equity. C'est intéressant. Là aussi, il y a un changement de paradigme de l'armée française qui est en train elle-même aussi de muter, de se transformer. Le monde mute, le monde change depuis 5 ans. On voit que le nombre de conflits armés a explosé. Maintenant, il n'est plus en dehors de l'Europe, il est arrivé sur le sol européen. La plupart des États ont multiplié entre 50% et 100% leur budget militaire. Sauf que les nouvelles solutions qui permettront de se protéger demain n'existent pas, il faut les fabriquer, et pour les fabriquer il faut des hommes, il faut des talents, il faut des compétences, et on les a pas, ou du moins on en a trop, parce que tout le monde recherche les mêmes compétences. Caroline le disait, je veux dire, ce que recherche l'industrie automobile, c'est exactement ce que recherche aussi l'industrie nucléaire, ce que recherche l'industrie de la défense, et même ça vaut pour un pays, mais ça vaut pour un continent. C'est-à-dire que les problèmes qu'on connaît en France, en vérité, il faut les élargir à l'échelle européenne, et la filière RH qui n'existe pas aujourd'hui en France dans le monde de la défense, en vérité, on ne doit pas la concevoir à l'échelle de l'Hexagone, mais on doit la concevoir à l'échelle du continent européen, parce que les problématiques... C'est ambitieux, ça. Hein. Mais oui, mais... Déjà, l'avion franco-allemand, pouf, il a disparu, celui-là, on ne le verra pas. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on veut avoir, Emmanuel le disait, on parlait de souveraineté, si on va avoir une souveraineté qui ne soit pas de papier ou qui ne soit pas de pacotille par rapport à la puissance américaine d'un côté ou la puissance chinoise de l'autre, il faut absolument qu'on se coordonne à l'échelle européenne, et donc que d'un point de vue des talents, d'un point de vue des people, des hommes et des femmes qui vont concevoir, monter ces programmes de défense pour renforcer nos souverainetés, il faut qu'on le fasse à une échelle qui est beaucoup plus large que la seule échelle nationale qui est trop petite, et on n'aura pas en plus les moyens de les déployer. C'est Jean-Pierre Farandou qui avait lancé, on l'avait d'ailleurs interviewé, qui avait évoqué ce sujet d'une accélération du recrutement dans la défense. Votre sujet, il est quand même aussi lié à des secteurs de concurrence. L'attractivité de la défense, elle n'est pas vraiment là. Les candidats, parfois, hésitent et vont plutôt vers une boîte privée que d'aller dans la défense. Comment ? Pas d'accord, Emmanuel ? Je pense que malheureusement, vous dépeignez une situation économique meilleure que ce qu'elle n'est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 85% des travailleurs français qui ne sont pas ou peu engagés dans leur travail, quels que soient les secteurs d'activité. Oui, mais du coup, précisément, je pense que la défense, elle a quelque chose à proposer, parce que c'est du concret, c'est du réel, il y a du sens, ne serait-ce que dans l'esprit d'équipage, en fait, qu'on peut trouver dans les armées. Donc moi, je pense qu'au contraire, en fait, dans un pays où le travail est très malade, ça peut réenchanter le travail. En tout cas, c'est un secteur et c'est un enjeu qui incarne et qui prône l'émancipation, le dépassement de soi, le collectif. Le drapeau, la souveraineté, la nation. Bien sûr. Et du coup, c'est une espèce de faille spatio-temporelle qui s'ouvre, où en effet, ça va être difficile parce qu'on ne peut pas le faire à l'échelle nationale, et on part avec une balle dans le pied, parce qu'on est aujourd'hui les derniers à l'échelle européenne en termes d'engagement par le travail et de productivité horaire du travail. Donc on part quand même pas en étant les premiers de la classe, mais néanmoins, je trouve que quand on se plonge dans les armées et qu'on regarde la qualité du leadership qu'on y a, c'est tout l'objectif du commandement ne dort jamais, on se dit qu'il y a probablement quelque chose à faire d'un point de vue RH, mais également d'un point de vue un peu réveil du cœur de la France. Mais c'est un sujet que vous portez chez France Travail, au-delà de faire matcher une offre, un secteur et des salariés qui vont venir se présenter. Il faut avoir ce discours qu'évoque Emmanuel, c'est-à-dire l'idée comme ça d'un métier qui vous dépasse, qui est un peu plus grand que vous finalement. C'est effectivement le travail qu'on a conduit avec le J4, le groupement des industriels de l'armement. C'est tous les industriels. Terrestre, voilà, parce qu'effectivement, et je vous rejoins, il y a la raison d'être de l'entreprise. Alors, l'armée et la défense, pour les plus jeunes, ça peut parler ou ne pas parler. Donc, c'est aussi réenchanter le désir d'aller dans ces filières-là, le désir d'aller dans l'industrie, où il y a un pouvoir aussi d'évolution réelle, avec des conditions de travail qui sont mieux encadrées peut-être que dans d'autres filières. En tout cas, déjà, créer l'envie d'aller dans ces secteurs-là
C'est fondamental. Envie d'avoir envie, ouais. Donc pour le coup, Mais c'est déterminant, hein. C'est la base. Juste, peut-être que Caroline pourra en parler. Il y avait un papier du Monde, je sais que tu voulais en parler, mais sur la difficulté des PME, des boîtes sous-traitantes qui se plaignaient parce que les commandes sont longues. On en parlera peut-être. Le financement limité, la DGA, espèce de gros machin administratif, qui fait qu'à côté, il y a des petites boîtes de start-up qui veulent vendre leurs drones et qui n'y arrivent pas. C'est aussi ça, l'économie de la défense. 4500 entreprises. Hein. Eh oui. Sur le maillage. Caroline, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, non, mais déjà, il y a un enjeu, je pense, de rapprocher les parcours de formation avec l'industrie de défense. Et les petites entreprises n'ont pas les moyens de Safran ou de Thales qui ont ouvert leur propre centre de formation. Il y a une enquête qui avait été menée par l'Observatoire de la défense du comité Richelieu et à peu près la moitié des répondants, qui est PME et ETI, disaient ne pas réussir à recruter pour remplir leur carnet de commandes. Mais pour être concret, parce que là, on est dans l'idée d'un beau métier, travail d'équipe, la nation, le drapeau, enfin finalement des valeurs qui avaient, je le redis, un peu disparu de notre mental depuis presque 30 ans. 70 ans. 70 ans, depuis 45, depuis la paix. Comment on réinsuffle cela? Ça passe par, évidemment, le travail de France Travail, mais ça va au-delà. C'est les écoles de formation, c'est les profs, c'est l'encadrement. Comment on fait concrètement? Et l'image aussi du secteur, c'est ce que vous disiez, l'image du secteur de la défense. Et ça commence par l'éducation nationale, qui a créé des classes défense, qui sont là aussi pour donner aussi à voir sur ce secteur. Et puis dans le financement des formations, parce que France Travail est le deuxième financeur de formation. Donc il y a aussi comment on s'adapte, parce que vous avez raison, on ne recrute pas dans une PME. J'y étais encore il y a 2 jours. On ne recrute pas dans une PME parce qu'il n'y a pas les services RH associés. Et c'est là où on doit avoir une valeur ajoutée collective. Parce que je pense que le chef d'entreprise doit être débarrassé de la charge mentale sur ces sujets-là, faire confiance aux services à disposition collectif pour qu'il ait une vraie offre de services proposée et sortir de cette difficulté liée à l'hétérogénéité des ressources. Marc Landré. Je crois qu'on a un problème de conception de ce que sera la guerre demain. Oui. La guerre demain n'est pas la guerre d'hier. La guerre demain, ça sera pas une guerre de projection d'hommes et de femmes sur un terrain militaire. On le voit, c'est une guerre de drones, c'est une guerre d'IA, c'est une guerre d'intox, c'est une guerre de stratégie. Et donc, ça veut dire que évidemment informationnel, ça veut dire que les compétences qui vont être recherchées demain ne sont pas des compétences telles qu'on les pensait il y a 50 ou plus ans. Donc en vérité, demain, l'industrie de la défense ça va être c'est pas des militaires, c'est pas des gens à qui on va apprendre à faire la guerre, à qui on va apprendre à tuer. On va leur apprendre à coder, on va leur apprendre à utiliser des process numériques. On voit en Ukraine que le char qui avait disparu, si je peux me permettre, Emmanuel, je sentais qu'elle allait. Le char avait disparu, on les avait rangés au garage, et on voit qu'en Ukraine, alors le drone a fait son apparition de manière massive, mais le char est là. C'est-à-dire qu'on ressort le char, on se tire, on s'envoie des obus. Enfin, c'est intéressant ça. Moi, je trouve que pour répondre à l'appel d'air dont on a besoin, en fait, le premier remède à activer, c'est celui de la politique. C'est-à-dire qu'il nous faut des leaders politiques au niveau des enjeux et du contexte international, en capacité de faire comprendre que la souveraineté, c'est pas se rabougrir sur soi, mais c'est préserver son indépendance, sa liberté, sa civilisation qui s'est faite sur l'autel des humanités. Ce sont des leaders militaires qui sont aujourd'hui un peu cachés quand même, qu'on garde... Ils s'ouvrent doucement quand même. Je parlais du général Shield, c'était intéressant cette rencontre. Je pense qu'ils sont plus cachés qu'ils ne se cachent. En tout cas, c'est très intéressant de les exposer, donc il faut les inviter ici, parce que quand vous invitez un Pierre Vendier, par exemple, un Éric Malbruno ou un Marc-Antoine de Saint-Germain, qui sont 3 amiraux, vous avez déjà, une énorme claque en termes de lecture géostratégique. Ils sont brillantissimes. Sans aucune complaisance. 2, vous avez une leçon de stratégie. 3, vous avez l'incarnation du leadership. Et déjà, commencez par ça. Ça ouvre un appel d'air et une envie. Pas simplement que pour les jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a des grosses réflexions en ce moment au sein des armées sur la réserve, et la réserve, elle concerne tout le monde. C'est-à-dire que c'est du patriotisme à remettre dans nos têtes et à mettre très loin finalement de Zemmour, CNAFO, le RN, etc. En se disant que c'est la liberté. Qui se sont effectivement emparés de ce concept de souveraineté. Je suis tout à fait d'accord. Et le drapeau au passage. Marc Il faut changer complètement le logiciel de recrutement et de mobilisation des individus dans le cadre de confirmés qui vont changer de forme. Vous parliez de la réserve, il y a énormément de possibilités. Aujourd'hui, en vérité, les talents, ils existent. Il faut simplement aller les chercher, les trouver et les convaincre. Et donc, c'est 3... Et les payer.
Mais les payer, je veux dire, franchement, je veux dire, les payer, l'argent on l'a. Il suffit de bien l'orienter et il suffit de le décider. Le problème, c'est d'aller chercher les compétences là où elles existent. Je vais prendre deux exemples très pratico-pratiques de ce qui a été fait en France et ailleurs pour montrer que c'est possible. En France, c'est le nucléaire, la mobilisation pour le nucléaire, notamment avec France Travail. Quand il a fallu redévelopper le programme nucléaire qui avait été laissé en jachère pendant des décennies, Ça ressemble un peu à la guerre. Enfin, il y a eu une vraie mobilisation de l'ensemble des acteurs avec la création d'une université du nucléaire pour être capable d'aller chercher 3, 4 000, 5 000 personnes à horizon de 10 ans pour pouvoir fournir la main-d'œuvre de talent dont on avait besoin. Donc c'est possible à partir du moment où l'ensemble de la filière le décide et se met autour de la table pour essayer de le faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, regardez ce qui s'est passé à Détroit, aux États-Unis. Détroit, ville totalement saccagée, sinistrée, post-automobile. Ils ont décidé, ils se sont dit, on va en faire quelque chose. Ils ont transformé Détroit d'une ville auto en une ville de défense. Et donc, ils sont allés chercher les viviers de compétences là où elles existaient, dans l'automobile. Ils les ont reconvertis dans le monde de la défense. Et aujourd'hui, Détroit est une capitale mondiale de la défense qui compte dans l'écosystème parce qu'elle a su penser stratégie à moyen terme et reconvertir des gens qui avaient des compétences similaires. Je ne vous pose pas la question côté France Travail parce que je ne pense pas que... Mais est-ce qu'on va réutiliser les salariés de l'automobile puisque les Chinois sont en train d'envahir le marché? C'est exactement ce que j'allais dire. C'est déjà le mouvement. C'est ça. Le mouvement se passe en Allemagne avec Volkswagen qui se réoriente sur la défense. Ça sera pareil et Renault, par exemple, est déjà dans le mouvement. Engagé sur le sujet. Moi, juste peut-être se donner aussi un repère. La compétence, il y a 30 ans, en 83, la durée de la compétence était 30 ans. Maintenant, c'est 2 ans. Ça veut dire aussi que les entreprises doivent garantir, pour fidéliser, que la compétence s'adapte aussi aux évolutions du marché. Mais excusez-moi, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce. On se bat contre qui, là? Parce qu'on est en train de préparer une sorte d'économie de guerre. On a tous un discours un peu martial. On s'accroche le drapeau de blanc-rouge. On a tous l'arme au pied. Mais, il est où? Enfin, je veux dire, c'est quoi? L'ennemi, il est partout et on le connaît. C'est les nouveaux impérialismes du 21e siècle. C'est ceux qui veulent reconquérir les terrains perdus d'avant. Les États-Unis, c'est la Russie, c'est la Chine. Donc, à la limite, on n'a même pas besoin de les identifier plus. On sait qu'ils sont là. Donc, le danger est là. Le danger est là. Il n'est pas virtuel. On le voit en Ukraine, je veux dire, on le voit au Moyen-Orient, je veux dire, on le voit, il suffit d'aller se promener en Asie, la Chine, ce qui se passe aux alentours. Je veux dire, la menace, elle n'est pas virtuelle, elle est réelle. Les morts, ils se comptent. Ils se rangent dans des sacs. Donc je veux dire, on est au-delà maintenant du réveil psychologique. La guerre est une réalité. Et puis la guerre hybride et la guerre informationnelle, c'est déjà une réalité en France. Donc c'est une grande partie de l'effort des militaires actuels de faire ce grand écart entre quand même, à la fin, c'est des corps qui meurent. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et de l'autre côté, la capacité à faire du renseignement sources ouvertes, à maîtriser les très hautes technologies, à travailler aussi, ça c'est un gros défi pour les armées demain, mais en mode dégradé, dans un monde hyper IAisé, où il faut savoir en fait réagir comme si on était au milieu du désert sans aucun outil, ce qui nécessite des aptitudes professionnelles et une maturité qu'on n'a pas quand on a 20 ans. Donc il y a cette espèce de grand écart aujourd'hui à adresser en termes de compétences. Et vos équipes sur le terrain, Caroline, je vous donne la parole. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué non plus, mais les PME et ETI disent qu'un de leurs enjeux, c'est aussi l'attractivité des territoires pour pouvoir attirer les talents. Je pense à Bourges, qui est un territoire militaire. Exactement. La Bretagne, avec la cyber. Mais concrètement, les jeunes, là, pour en venir à nos jeunes, on parle des Gen Z. Ou les vieux, d'ailleurs. Ou les vieux. Oui, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir ce biais. Et les femmes. Et les femmes, parce qu'il y a aussi des femmes militaires. Mais dites donc, vous me challengez violemment. J'ai rien dit. Non, mais Marc, il est solidaire. Enfin, bon, juste quand même, des jeunes ou des vieux, il faut quand même les réarmer mentalement, à défaut de les réarmer. Ça, c'est un sujet que vous avez. Oui. Vous avez des gens qui viennent et qui vous disent, moi, j'ai pas envie de bosser pour la défense, moi, j'ai pas envie, parce qu'ils ont été éduqués dans cette espèce d'économie de la paix. Comment vous faites là? Alors, former aussi vos accueillants pour... Se dire aussi que, par exemple, si on prend l'industrie, il y a du civil et du militaire dans une PME. C'est vrai. Et que quand on fait un boulon, celui qui fait le boulon, il ne sait pas forcément pour qui... il sait qu'il bosse pour l'industrie de défense quand même, en général. Oui, mais on ne sait pas pour qui, et on ne sait pas parce que ça aussi, c'est dans la chaîne, la supply chain, il y a aussi le sujet de garantir une forme de secret dans la mise en œuvre. Moi, je voulais juste revenir sur la souveraineté, parce qu'on parle de l'industrie, mais il y a la souveraineté alimentaire, il y a la souveraineté en termes de transport, parce que au-delà de faire des pièces, il faut pouvoir les déplacer et avoir tous les réseaux fluviaux, terrestres, ferroviaires. Et donc, il y a aussi une économie à sécuriser. Et là aussi,
vous évoquiez On en les est loin, silos. Oui. On Là, a on aussi est- avoir une approche commune. Donc ça, c'est sûr, il nous reste très peu de temps, mais c'est quoi? C'est à 10 ans? On est à 10 ans, là, dans les projections. Il y a 10 000 emplois à pourvoir, 25 000 Il y en à a créer. 1 million de départs à la retraite d'ici 2030. Donc c'est à 5 ans. c'est à 5 moins ans. de Et le 5 ans. réarmement des esprits, je pense qu'il est maintenant. Vous avez vu cette enquête Malakoff-Médéric 2025. 45% des travailleurs sont en détresse psychologique. Tout à fait. Donc, Dernier chiffre, Malakoff. On part de loin quand même. Donc redonner du sens que vous évoquez. Ça, au début c'est de une l'émission. urgence absolue. Merci à vous. Et c'est des programmes à moyen terme parce que ça va très très vite. Je veux dire, qui aurait cru il y a 5 ans qu'on allait avoir la guerre en Europe? Personne. C'est vrai. Et donc, qui pensait que sur la guerre informatique, que Mythos, d'Anthropic, allait être capable de lever un certain nombre de failles dans les protections de toutes les entreprises? Tout va très vite, très très vite. Ça s'est accéléré. 10 000 emplois. France Travail sera présent à Satori 2026, qui est un salon exceptionnel. Pour ceux qui s'intéressent à tous ces sujets, c'est un salon absolument dingue. Merci à vous, Emmanuelle Duez, entrepreneuse The Bosom Project, avec ce livre passionnant, Le commandement ne dort jamais, édition de l'Aube. Merci à vous, chère Caroline. Merci à vous, Caroline Riffard. Vous serez peut-être présente à Satori? Ah oui, je Vous suis y jeudi. serez. Et ben voilà, et ben on ira jeudi. Directrice régionale adjointe France Travail Île-de-France, merci à Marc Landré. SIA, on dit plus SIA Partner. Non, on dit plus. J'ai pas fait l'erreur. C'est très bien. SIA. C'est On parfait. reste focus. Merci à l'équipe, merci à Nicolas Juchat, Léa évidemment, et merci à Charles à la réalisation, et merci à Alexis au son. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt. Bye bye.